L'armée israélienne poursuit sa campagne de génocide dans la bande de Gaza. Plus de 50 personnes ont été tuées depuis l'aube dans des frappes aériennes et d'artillerie aveugle sur les infrastructures civiles. Dans la ville de Gaza, 5 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'un bombardement ciblant le quartier résidentiel d'Al-Sabra. Dans le centre de la bande de Gaza, 3 civils ont perdu la vie lorsque plusieurs habitations des camps de réfugiés de Nusayrat et d'Al-Boreij ont été délibérément prises pour cible par l'aviation israélienne. La tragédie humanitaire s'aggrave encore avec la confirmation par le ministère de la Santé de Gaza de 2 nouveaux décès liés à la famine au cours des dernières 24 heures. Le bilan de la campagne génocidaire menée par les États-Unis et le régime israélien depuis octobre 2023 dépasse les 66 100 morts, avec plus de 168 700 blessés selon les chiffres officiels des autorités sanitaires de la bande de Gaza. Un haut responsable du Hamas a indiqué que le mouvement de résistance palestinien rejetait le plan américain de cessez-le-feu à Gaza proposé par le président américain Donald Trump. Ce responsable, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, a déclaré à la chaîne BBC que la proposition américaine ne servait que les intérêts d'Israël et ignorait délibérément ceux du peuple palestinien. Il a particulièrement souligné l'inacceptabilité des conditions concernant le désarmement du mouvement, précisant qu'il était peu probable que le groupe accepte le désarmement et la remise des armes. Bien que le Hamas n'ait pas encore émis de réaction officielle, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a confirmé mardi que le mouvement examinait la proposition. Parallèlement, le djihad islamique de la Palestine a réitéré son opposition catégorique à la proposition, estimant qu'il s'agit plutôt de plans de guerre que d'initiatives de cessez-le-feu. Le mouvement de résistance a dénoncé la coopération américano-israélienne visant à contraindre le peuple palestinien à capituler face aux exigences israéliennes. Alors, concernant le plan, il y a des constantes, bien entendu. Ce plan, il faut rappeler que le plan de paix de Trump, qui est composé à peu près de 21 articles, nous rappelle celui de 2020 qui s'appelait Peace to Prosperity, c'est-à-dire il s'inscrit dans la logique sécurité d'abord plus paquet économique, premièrement. Deuxièmement, alors concernant ce plan, c'est une forme, il y a beaucoup de zones floues. Je dirais, c'est à peu près, je le comparerai à un talon d'Achille. D'abord, les conditions de départ sont quasi inatteignables puisqu'il faut la libération totale des otages en 72 heures. Il y a un ultimatum qui a été donné à Hamas pour répondre à ce plan de 3 à 4 jours, sans paquet d'échanges progressifs. Donc déjà, ici, la probabilité d'acceptation est faible. Ensuite, ce plan propose une gouvernance intérimaire qui est mal définie, ni dans sa composition, ni dans son mandat, ni dans sa tutelle, ni dans son veto, rien. Le calendrier est difficilement vérifiable, il ruine la confiance côté arabe européen. Il y a des ambiguïtés juridiques sur l'amnistie partielle et le traitement des combattants, donc on risque de voir des heurts avec obligations internationales. Ensuite, la question qui se pose, quelle force internationale, quel contributeur, quelles règles d'engagement, quel financement, quel garant et mécanisme de sanction en cas de violation, les articles ne précisent pas. Alors, la question qui se pose, quels sont les scénarios qu'on peut avoir? Est-ce qu'on va avoir un statu quo conflictuel? Probablement à court terme, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réponse du Hamas. Soit il ne répond pas, soit il rejette. Et c'est un petit peu, je dirais que quelle que soit la réponse du Hamas, c'est entre le pire et
le moins pire, si vous voulez. Donc, peut-être on aura une poursuite d'opération. Ensuite, le cessez-le-feu, on aura peut-être un cessez-le-feu parmi les scénarios que j'imagine séquencés, s'il y a un paquet graduel entre échanges, otages, prisonniers, etc., et qu'on remplacera avec l'exigence de 72 heures, on ne sait pas. Ensuite, mais ce qui est plus important, et c'est ça qui m'intéresse dans tout ce plan, c'est quels sont les objectifs géopolitiques centraux des États-Unis. Moi, je dirais en un mot, il s'agit de re-hiérarchiser la sécurité régionale sous conduite américaine. Et moi, je dirais que Trump est assez intelligent. C'est pas un homme fou comme on le dit. En fait, si on veut comparer ce plan, que ce soit pour le Hamas, que ce soit pour l'entité sioniste ou que ce soit pour les pays arabes, c'est une roulette russe. Et la balle qui va sortir dans le visage de l'un, c'est lui qui va perdre. Parce que, en fait, ce plan s'inscrit dans la représentation géoéconomique de Trump, qu'il a annoncé en 2020 et qu'il a annoncé bien avant, et qui consiste toujours à mélanger le tandem sécurité et économie, et on ne peut pas détruire quelque chose. Ensuite, on veut reconstruire, cela coûte de l'argent. Il vaut mieux construire sur quelque chose. Alors que dans la représentation géopolitique de Netanyahu, il s'agit en fait d'éliminer les frontières de l'accord de Sykes-Picot, de créer un nouvel Moyen-Orient, donc de nouvelles cartes. Donc il faut détruire, puis reconstruire, puis ensuite on parle de Moyen-Orient, donc de stabilité ou de sécurité. Donc en fait, quand dans ce texte, on exige le désarmement du Hamas, donc militairement, mais en plus, on veut qu'il soit totalement évincé de la scène politique palestinienne. Ok, donc on commence par la Palestine à arracher le premier maillon de l'axe de la résistance. Ensuite, si ça marche, on fera de même avec les autres pays. Il s'agit ensuite dans ce plan d'aligner l'accord sur les lignes rouges sécuritaires de l'entité sioniste. Ensuite, il s'agit de construire un pont politique conditionnel. Et donc, peu importe la forme de l'État palestinien, les pays arabes, je mets de côté l'Arabie saoudite, mais les pays arabes qui ont déjà normalisé, donc il n'y a pas de problème. La condition sine qua non que l'Arabie saoudite pose pour normaliser sa relation avec l'entité sioniste, c'est qu'il y ait un État palestinien. Elle s'en fout, quelle que soit la forme de l'État palestinien. Donc, s'il y a la bande de Gaza, on lui donne 700 kilomètres de plus avec le Sinaï, qu'on relie avec des tunnels et des ponts avec la Cisjordanie. À ce moment-là, on aura une forme d'État. Oui, l'Arabie saoudite pourra à ce moment-là normaliser avec l'entité sioniste, parce qu'il n'est pas question pour l'Arabie saoudite de donner son dos à 1 milliard de sunnites, sachant que c'est elle qui est le gardien de la Mecque. Il ne faut pas oublier la boussole des musulmans. Donc c'est la raison pour laquelle l'Arabie saoudite a une autre lecture, si vous voulez, de sa normalisation avec l'entité sioniste. Maintenant, le problème qui s'oppose pour l'entité sioniste à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire pour Netanyahou, c'est comment va-t-il justifier le fait qu'il faut abandonner la question d'un grand Israël. Comment il faut abandonner la question qu'on refuse à l'État palestinien. C'est là le dilemme. Et c'est là le défi pour le plan de Trump. Et là, on verra en fait qui pourra gagner dans ce bras de fer. L'armée yéménite annonce avoir lancé une nouvelle opération anti-israélienne visant un navire qui a enfreint l'interdiction d'entrer dans les ports du régime d'occupation dans le golfe d'Aden. Sari a déclaré que l'opération a conduit à un impact direct sur le navire qui a ensuite pris feu et risque de couler. Il a ajouté que cette opération constituait une riposte à l'agression d'Israël contre le Yémen ainsi qu'au génocide en cours dans la bande de Gaza. Le général Sari a insisté sur le fait que les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations anti-israéliennes et le blocus maritime contre Israël
tant que l'agression génocidaire contre Gaza se poursuivra et que son blocus contre les Palestiniens de la bande de Gaza ne sera pas levé. Il a réaffirmé que l'interdiction maritime visant le régime israélien dans la mer Rouge, la mer d'Arabie et le golfe d'Aden restera en vigueur, mettant en garde toutes les compagnies maritimes et les navires contre toute violation de cette interdiction. La flottille mondiale Soumoud, qui accomplit une mission humanitaire vers Gaza, a rapporté avoir subi une périlleuse agression de la part des forces navales israéliennes en Méditerranée. Dans un communiqué officiel, les organisateurs ont décrit comment l'un de leurs navires principaux, l'Alma, s'est retrouvé violemment encerclé par un bâtiment de guerre israélien cherchant à intimider les personnes à bord. Cette intimidation délibérée a pris une tournure particulièrement inquiétante lorsque les systèmes de communication du navire, y compris les diffusions en circuit fermé, ont été mystérieusement désactivés à distance, plongeant l'équipage dans un isolement informationnel complet. Face à la menace imminente, la capitaine de l'Alma a été contrainte d'effectuer une manœuvre d'évitement brutale pour prévenir une collision frontale avec le navire militaire israélien. La flottille souligne qu'entraver le passage d'une mission humanitaire dans les eaux internationales est illégal et que toute attaque ou interception constituerait un crime de guerre. Cette confrontation intervient alors que le convoi maritime avait préalablement annoncé son entrée dans une zone où les précédentes expéditions humanitaires vers la bande de Gaza avaient été interceptées ou attaquées par le régime israélien. Plus de 500 militants provenant de diverses nationalités se trouvent à bord de cette flottille qui tente d'acheminer une aide urgente à la population civile de Gaza, soumise à un blocus humanitaire catastrophique. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, OCHA, a condamné l'arrestation de 2 enfants palestiniens par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Cette condamnation fait suite à l'arrestation lundi de 2 frères âgés de 6 et 8 ans alors qu'ils jouaient au football près de leur domicile dans la ville d'Al-Khalil. Une vidéo diffusée en ligne montre les 2 enfants entourés de soldats israéliens en pleurs. L'OCHA a déclaré que les droits des enfants palestiniens à la vie, à la santé, à l'éducation et à la liberté de circulation sont quotidiennement violés. L'agence a ajouté que chaque jour, des enfants palestiniens sont tués, blessés ou détenus arbitrairement par les forces israéliennes dans les territoires occupés. L'ONU a réitéré son appel à la responsabilisation face à ces violations et à la fin de l'occupation de la Palestine. Les derniers chiffres fournis par des organisations de défense des droits humains montrent que plus de 1500 enfants palestiniens ont été détenus en Cisjordanie depuis le début de l'agression militaire israélienne sur ce territoire. Dans une missive diplomatique adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la Russie a vivement condamné la décision de certains pays occidentaux et du secrétariat de l'ONU de rétablir les sanctions contre la République islamique d'Iran, qualifiant cette mesure de violation flagrante du droit international. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a dénoncé avec vigueur le rétablissement de 6 résolutions précédemment abrogées, soulignant que cette mesure était dépourvue de toute légitimité juridique et contrevenait ouvertement à la Charte des Nations Unies. Le diplomate russe a particulièrement fustigé la Troïka européenne ainsi que certains membres non permanents du Conseil de sécurité pour avoir systématiquement bloqué les initiatives visant à négocier le programme nucléaire iranien,
leur reprochant d'avoir choisi la voie de la confrontation et de l'escalade plutôt que celle du dialogue. L'ambassadeur a lancé un appel à l'ONU pour qu'elle annule la réactivation des sanctions anti-iraniennes et s'abstienne de prendre de nouvelles mesures qui serviraient les intérêts de quelques États occidentaux au détriment du multilatéralisme. La Chine affirme que le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, le PGAC, est à l'origine de la crise actuelle entourant le programme nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a condamné les tentatives de certains pays visant à rétablir les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Téhéran, les qualifiant de contre-productifs et nuisibles au processus diplomatique. Le responsable a également noté que le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas adopté le projet de résolution conjoint proposé par la Chine et la Russie qui visait à prolonger la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui endosse l'accord nucléaire de 2015. Il a expliqué que ce projet avait pour but de créer davantage de temps et d'espace pour le dialogue diplomatique et de préparer la voie à une solution politique finale. Il a exhorté les États-Unis et l'Europe à faire preuve de sincérité politique et à intensifier les efforts diplomatiques afin de ramener la question nucléaire iranienne sur une voie constructive, tout en avertissant contre toute nouvelle escalade. Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement condamné l'expulsion forcée de plusieurs centaines de ressortissants iraniens des États-Unis, qualifiant cette mesure de violation flagrante par Washington de ses obligations juridiques et internationales. Dans une déclaration officielle, le directeur général du département consulaire du ministère a dénoncé une décision qu'il juge profondément injuste et discriminatoire. Le responsable iranien a fustigé l'imposition de restrictions injustifiées aux citoyens iraniens, y voyant la manifestation d'une approche politisée et discriminatoire de Washington envers le peuple iranien. Il a précisé que nombre des personnes expulsées ou menacées d'expulsion résident légalement et possède des biens aux États-Unis, soulignant le caractère arbitraire de cette mesure. Le ministère a émis un avertissement sans équivoque, affirmant que le gouvernement américain serait tenu responsable de toute violation de leurs droits personnels, sociaux et patrimoniaux. Cette condamnation intervient après l'expulsion récente du premier groupe de ressortissants iraniens dont le nombre pourrait atteindre 400 personnes selon certaines informations. Le gouvernement américain y est officiellement à l'arrêt, les parlementaires des deux partis n'ayant pas réussi à trouver un accord sur le financement permettant de maintenir le fonctionnement des agences aux États-Unis. L'impasse entre les démocrates et la Maison-Blanche porte principalement sur la santé, les démocrates réclamant une prolongation des subventions de la loi sur les soins abordables et des crédits d'impôt pour les primes d'assurance. Les républicains s'y opposent, arguant que ce plan ferait augmenter les dépenses fédérales. Cette fermeture entraîne désormais la mise en congé payé de centaines de milliers de travailleurs et perturbe de nombreux programmes et services gouvernementaux. Donald Trump avait auparavant averti les agences que son administration procéderait à de nombreux licenciements en cas de fermeture. Les États-Unis ont connu plus d'une douzaine de fermetures gouvernementales depuis les années 1970, dont une fermeture record de 35 jours en 2018 pendant le premier mandat de Donald Trump. Un puissant séisme de magnitude 6,9 a frappé le centre des Philippines, causant la mort d'environ 70 personnes et blessant près de 150 autres.
L'épicentre du tremblement de terre était situé à proximité de Bogo, ville côtière de la province de Cebu, provoquant des destructions considérables dans cette zone densément peuplée. Les services d'urgence philippins, appuyés par des renforts militaires, œuvrent pour localiser et secourir d'éventuels survivants encore pris au piège sous les décombres. Le déploiement de troupes dans les zones les plus durement touchées vise à renforcer les opérations de sauvetage et à assurer la sécurité des populations sinistrées. La catastrophe naturelle a infligé des dégâts matériels substantiels, endommageant de nombreuses entreprises et infrastructures commerciales, tandis que plusieurs villes se retrouvent privées d'électricité et de moyens de communication.